trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez est avec nous ce soir, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Julien-Pierre Nouan d'être avec nous également. Bonsoir Julien-Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Et Vincent Juvins avec nous également au plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Quelques commentaires sur cette ambiance Goldilocks. Quand je dis Goldilocks, c'est ce que je décrivais. Surprise à la baisse sur l'inflation, belle résistance de l'activité. Les investisseurs se sentent dans un fauteuil, dans un sweet spot. Et donc, on prend du risque, notamment sur les actions européennes, dans le sillage de ce qu'on a déjà observé depuis 3 mois maintenant. Depuis le mois d'octobre, le rallye continue et les investisseurs semblent vouloir prolonger ce mouvement. Oui, alors comme on dit en anglais, it looks good, it doesn't necessarily feel good. C'est vrai qu'on n'est pas tous à l'aise par rapport à cet environnement de marché. On n'a pas tous, évidemment, profité du mouvement de rebond initié depuis le 4e trimestre de l'an dernier. Maintenant, il est vrai qu'il y en a un certain nombre d'indicateurs qui sont au vert depuis un certain nombre de semaines. Vous l'avez mentionné notamment sur le front de l'inflation, où on a plutôt une courbe descendante, ça c'est très clair. On a également des bonnes surprises sur le plan économique, où le maître mot quand même en ce début d'année, c'est la résilience. Il y a encore quelques mois, tous, on était quand même un peu, évidemment, particulièrement inquiets sur l'impact de la crise énergétique sur nos économies et sur la possible récession qui s'annonçait. Aujourd'hui, on voit que si récession il y a, elle sera à tout prix, à tout le moins faible. Donc c'est vrai que dans ce contexte Goldilocks, finalement d'une croissance qui tient, d'inflation qui baisse et de taux qui finalement se stabilisent eux aussi, bien, on a des marchés qui repartent de plus belle. Et c'est surtout les marchés qui étaient restés en retrait l'an dernier, Europe, Chine. J'ai pas cité la Chine, mais la Chine démarre très fort aussi. On a gagné plus de 5%. Très faible. La Chine a perdu 60% de sa valeur depuis son plus haut. Et la Chine se réouvre assez vite. C'est peut-être pour moi la surprise de ce début d'année. On en parlait hors plateau, mais c'est vrai qu'on voit finalement cette réouverture de l'économie chinoise, réouverture notamment des Chinois au tourisme qui est tout à fait, moi, dépasse largement mes attentes. Vous avez déjà croisé des touristes chinois en Europe, Vincent? Vu dans les rues parisiennes, j'en ai déjà croisé en Europe. Je m'attendais pas à ce que ça aille si vite, franchement. Donc finalement, une situation qui s'annonce relativement bien pour 2023. On reste évidemment confronté à un certain nombre de risques. Je pense qu'on a une période ici relativement favorable de quelques semaines, de quelques mois. On sait que l'épée de Damoclès énergétique subsiste, même si on a fait des efforts énormes de réduction de notre consommation énergétique en Europe, ceux-là perdureront, mais la réouverture de l'économie chinoise pose des questions sur leurs importations au second semestre et sur la compétition que ça engendrera avec l'Europe notamment. Et puis n'oublions pas, ça passe malheureusement parfois au 2e, 3e, 4e sujet des informations le soir, mais on a quand même toujours un conflit ouvert en Europe qui peut déraper chaque jour. Et là, je pense que ça doit inviter les investisseurs quand même à une certaine prudence. La bonne nouvelle est qu'on a aujourd'hui, on cite les marchés d'actions, mais que sur les marchés obligataires, les opportunités et que le cash aujourd'hui, dans nombre de cas, est aussi une classe d'actifs qui a des vertus à mon sens. D'accord. Mais ce rebond des marchés actions, vous dites attention, point trop n'en faut. Parce qu'on a quand même bien rebondi, et encore une fois, la sous-exposition peut-être des investisseurs au marché actions qu'on a cités, européens notamment, peut engendrer des phénomènes de course au papier, dans une certaine mesure. Pour être très clair, chez JP Morgan Asset Management, dans nos fonds diversifiés, nous sommes sous-pondérés sur les marchés d'actions de manière générale. On a remis l'Europe à neutre, fortunément a posteriori, mais enfin en fin d'année dernière. Mais c'est vrai qu'on est quand même encore dans une... On n'a pas envie d'en mettre plus. De retenue. On va voir, évidemment, et on va rentrer dans une saison de publication des résultats. On sait quand même que l'inflation, les problèmes des choix logistiques de l'an passé, tous ces éléments vont quand même peser sur les marges des entreprises, et on attend de voir un petit peu quelle sera l'ampleur des dégâts. Je note en tout cas que les attentes des analystes, et c'est logique, sont toujours positives, alors qu'on peut quand même s'attendre à une contraction des résultats l'an prochain. On verra un petit peu comment les marchés apprécieront. Julien-Pierre, vos commentaires sur ce début d'année, cet environnement un peu idéal dans lequel on baigne depuis 3 jours, donc je ne veux pas extrapoler trop loin, mais quand même, c'est vrai que ça dénote par rapport à ce qu'on a vécu en 2022 jusqu'il y a encore quelques mois. Et puis un mot de l'inflation, et notamment de l'inflation européenne. Autant tout le monde est convaincu que le pic d'inflation aux États-Unis est dépassé, il a été dépassé sans doute l'été dernier. Autant en Europe, c'est une question qui est encore ouverte. Et beaucoup d'institutions, voire de gouvernements, préviennent que le pic est encore à venir. Les derniers chiffres donnent l'idée que le pic est peut-être déjà passé. Oui, alors sur l'environnement de marché, effectivement, après une période autour des fêtes où on avait des marchés qui étaient
pas très bien orienté. On repart assez vraiment du bon pied en ce début d'année. Je pense que ça a été dit, la réouverture de la Chine, lorsqu'on voit un petit peu qu'est-ce qui tire en Europe, c'est beaucoup cette réouverture de la Chine qui joue. C'est quoi? C'est les secteurs du luxe, de la construction, par exemple, c'est ça? Ce genre de secteur. On a aussi le fait que on a des prix de l'énergie qui sont en dessous des niveaux de l'année dernière. Enfin, qui l'aurait cru? C'est remarquable. Et alors, c'est malheureusement la conséquence de températures sans doute un peu trop douces, beaucoup trop douces pour la saison. Mais en tout cas, sur cette question du gaz, c'est plutôt favorable. Mais pas uniquement. C'est pas juste le facteur chance météo. C'est ça qui est encore plus remarquable. On pourrait se dire, on a de la chance, on n'aura peut-être pas de la chance tout l'hiver et peut-être pas l'hiver prochain encore. Mais il n'y a pas que le facteur météo. Il y a eu un ajustement clairement au-delà de la météo qui fait que, au final, donc, lorsqu'on regarde l'évolution du stockage, on reste sur des niveaux élevés. On n'a pas pour l'instant, en tout cas, a priori pour cet hiver, pas de sujet. Sur l'électricité, on a eu aussi des bonnes nouvelles en provenance du parc nucléaire français. Donc, ce qui fait que les prix de l'électricité aussi sont normalisés. Donc, cette question énergétique qui pesait beaucoup sur les perspectives pour ce premier trimestre, elle est semble être en train de se résoudre. Après, au-delà, effectivement, on a des tas de questions, et on a des tas de questions notamment sur l'inflation. On a dit aux États-Unis, le pic a sans doute été passé. Ouais. En Europe, la question reste ouverte. Mais je pense que pour les banquiers centraux, ça change rien. C'est pas la question. En fait, la question, oui, on sait que le pic global, avec ce qui s'est passé sur les prix de l'énergie, il y a un pic au-delà duquel on va passer. La question, c'est à quel niveau est-ce qu'on atterrit. Et là, lorsque vous êtes un banquier central, vous regardez plutôt ce qui se passe au niveau de l'inflation des services. Vous regardez aussi ce qui se passe au niveau des salaires et donc la tension du marché du travail. Et on l'a vu aux États-Unis avec l'enquête Jolt sur les offres d'emploi. Ça reste très tendu. Et donc, pour nous, ça va être vraiment la question déterminante cette année. Aujourd'hui, on a des attentes, lorsqu'on regarde les attentes des marchés, notamment sur la Fed. On a des marchés qui nous disent que la Fed va remonter effectivement sans doute peut-être 50 BP sur les 2 prochaines réunions, et dans le courant de l'année prochaine, va baisser ses taux. Maintenant, on écoute ce que nous dit la Fed. La Fed nous dit on va monter d'environ 75 BP et on va rester à ce niveau-là pendant un certain temps. Et pour nous, cette dichotomie entre ce que dit la Fed et ce que pensent les marchés va être un élément déterminant pour cette année. On pourrait avoir un moment où effectivement on verrait une décélération globale de l'inflation un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est le cas. En Europe, ça commence peut-être à être le cas. Et dans le même temps, un discours et des décisions de banque centrale qui resteraient agressives, voire peut-être potentiellement encore plus agressives que ce qu'on imagine. Certains banquiers centraux ont un discours plus agressif encore que certains, aujourd'hui même d'ailleurs. Neil Kashkari, donc le patron de la Fed de Minneapolis, économiste, très écouté, qui était historiquement une grande colombe de la Fed, mais qui a viré sa cutie, on va dire ça comme ça. Voilà, alors peut-être avec la ferveur des nouveaux convertis, il nous dit qu'effectivement, lui voit... donc il faut pas s'arrêter. Il donne ses prévisions, il dit qu'il voit les taux de la Fed monter à 5,40 et rester là, à ce niveau-là. Et ça, c'est intéressant parce que c'est. Et il le dit aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est pas il y a 3 mois. C'est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de communications de la Fed. Donc ça montre que c'est quelque chose qui est important pour eux. C'est la référence aux années 70 et à ce que aujourd'hui la Fed estime avoir été son erreur à l'époque, qui est d'avoir coupé les taux trop tôt. Ce qu'on sait, c'est lorsqu'on regarde ce qui s'est passé à l'époque, c'est on a des poussées d'inflation, une Fed qui réagit, qui remonte ses taux. Et qui, dès que l'économie bascule en récession, assez rapidement les rebaisse. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'inflation, après, se stabilise, mais à un niveau plus élevé celui auquel il était. Donc, on a cette espèce d'escalier d'inflation qui, durant toutes les années 70. Et ça, c'est quelque chose que la Fed veut éviter à tout prix aujourd'hui. Et donc, il faut les écouter aujourd'hui ou pas? Parce qu'il y a des moments où il ne faut pas écouter les banques centrales, il ne faut jamais se mettre contre les banques centrales, mais il y a un peu plus d'1 an de ça, ces mêmes banques centrales nous disaient on ne remontera jamais nos taux. Ou quasiment pas. La Fed le disait en fin d'année 21. Christine Lagarde a mis encore plus de temps à nous dire qu'elle... Et maintenant qu'elle nous dise
on baissera plus jamais nos taux, entre guillemets, en tout cas on les baissera pas à horizon visible 2023, là il faut les croire. Je pense parce que la nature de l'inflation a quand même changé. Lorsqu'on décompose en fait par exemple l'inflation américaine entre tout ce qui est... on enlève l'alimentation et l'énergie, on passe vraiment de l'inflation au corps. Et on décompose l'inflation entre services et biens. Le ralentissement des 2 derniers mois, c'est uniquement les biens. C'est le fait que les chaînes de logistique sont beaucoup désengorgées, que voilà, on n'a plus de mal à trouver des biens, que la production automobile notamment a bien redémarré. Et par contre, les services, qui sont le gros quand même des indices de prix, eux, ils restent sur des niveaux élevés. Et ils restent sur des niveaux élevés parce qu'on est dans un contexte salarial d'accélération, enfin de forte progression des salaires. Et en dernière analyse, la Fed voudra desserrer le marché du travail. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire sans impact notable sur la croissance. Ouais. Bon, et la partie service dans l'inflation européenne continue de progresser. On l'a vu dans les chiffres allemands, effectivement, on a une nette décélération de l'inflation globale en Allemagne, mais la partie service, elle continue de progresser. On est à près de 4% en rythme annuel pour l'inflation des services en Allemagne au mois de décembre. Alexandre, vos commentaires, et puis je veux bien qu'on revienne encore à la situation de marché. Est-ce que l'objectif qu'on peut se fixer pour les actions européennes, c'est de refaire les sommets qu'on avait atteints en tout début d'année 2022, par exemple? Ce serait un bel objectif pour cette année, mais par contre, moi je pense qu'on peut écarter un risque qui est celui de revoir les points bas. Déjà dire, oui, on va la sommer, ça c'est peut-être un peu présomptueux et peut-être un peu... 5007, c'est ça sur le CAC 5007, parce que on voit que le rebond qui s'est dessiné finalement les 2 mois et demi précédents, ça s'est fait surtout sur les anticipations, en Europe en tout cas, de la Chine. Le message post-réunion du Congrès comme du Congrès du parti, tout de suite un virage s'est amorcé dans les quelques jours qui ont suivi la fin du parti. Le marché avait très très mal digéré ce Congrès, et tout de suite après on a commencé à avoir des rumeurs arriver sur les réseaux sociaux chinois, probablement propagées par les autorités, sur des rumeurs d'assouplissement sanitaire. Tout de suite le marché s'est emballé, le luxe, etc. Et on voit que la Chine a aligné toute une série de mesures. Encore, on a vu aujourd'hui des discussions pour consolider les bilans des développeurs immobiliers. On a vu il y a quelques semaines des autorisations accordées aux gouvernements locaux d'accorder des lignes de crédit, donc demander aux banques d'accorder des lignes de crédit aux développeurs les plus solides. Donc on voit que la partie systémique essaie de bien maîtriser du côté chinois. On baisse les ratios prudentiels, on dessert complètement les vannes sanitaires. Ouais. Et du coup, ce que je trouve pas mal, alors c'est vraiment triste au point de vue sanitaire, mais la crainte qu'on peut avoir que la Chine relance d'un seul coup, et finalement, c'est pas le cas parce que la contrainte sanitaire qui s'exerce toujours sur l'économie actuellement ne favorise pas un redémarrage explosif. Mais le marché, lui, voit déjà la chose à moyen terme, mais ça écarte, je pense, le risque d'une poussée d'inflation liée à des matières premières qui repartiraient d'un coup parce que la Chine ferait une relance massive. Il n'y a pas de fluid-like stimulus. C'est pas, on n'ouvre pas les vannes comme en post-crise des émergents, c'est des petites touches par-ci par-là, et puis le gros du sanitaire. Mais ça va donc faire une sortie progressive de la Chine, ce qui est plutôt pas mal pour le front de l'inflation. Et c'est pour ça que je vois pas les marchés... rejoint le scénario Goldilocks. Hein. Oui, mais exactement. Et du coup, pourquoi du coup les marchés européens... Le risque, effectivement, ils me semble être sur la partie micro, la saison de résultats. C'est ça qui va être un peu le juge de paix là dans les semaines qui arrivent. Mais même s'il y a de mauvaises surprises, est-ce qu'il y aurait des surprises à tel point que l'on relâche du 15% pour taper 15-20% pour taper les points bas? Ça semble quand même peu. Pourquoi s'être emballé autant? Il y a déjà eu des gros rebonds auparavant qui avaient été annihilés parce que le marché s'était trompé sur les intentions de Powell l'été dernier. Il avait resserré les vannes à Jackson Hole. Donc ces rallyes un peu superficiels, le dernier ne ressemble pas à ça. Parce que pic inflation, effectivement, il ressemble bien à ce qu'on voit aux États-Unis. En Europe, on commence à avoir les signaux maintenant. En Chine, l'inflation s'est évacuée complètement. On est même sur des questions de baisse de prix à la production ou autre. Donc je ne vois pas pourquoi le marché ne fait pas un contresens. Voilà. Et du coup, la question sur les banques centrales, est-ce qu'il faut croire les messages? Moi, justement, j'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression que l'agressivité, non mais peut-être que je me trompe, mais l'agressivité de la Fed et de la BCE passera le premier trimestre? C'est ça la question. Quand vous voyez, regardez aujourd'hui les stats on a effectivement des stats américaines, toujours effectivement les JOLTS, ça reste tendu, on était monté à des 11 millions et quelques, quand on tombe à 10, et puis... Donc c'est les postes ouverts, les postes vacants à pourvoir. On a du mal à passer sous les 10 millions. Or la Fed, elle veut ça, elle veut que cette poche post-vacant dégonfle, comme ça le taux de chômage bouge pas trop, et puis finalement un soft landing. Donc ça grince un peu, mais il y a des effets de politique monétaire qui sont assez drastique sur le marché immobilier. Regardez aujourd'hui les indices du marché du crédit hypothécaire, on est sur le niveau de 1995. C'est un marché qui s'est quasiment éteint. Ça, en termes d'emploi, il va y avoir quand même de la casse dans l'emploi immobilier, et on sait que c'est un des indices les plus larges, les plus retenus immobiliers. Donc, pas l'immobilier, l'emploi. Oui. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs avancés. L'ISM, par exemple, le deuxième mois consécutif sous 50. Les PMI manufacturiers. Et vous êtes convaincu que la Fed va regarder ça à un moment, sera un peu plus forward-looking? Ils l'ont dit. Certains
certains ont dit, Dali par exemple, et certains colonnes de la Fed ont dit, on regarde aussi en gros les indicateurs avancés, on n'est pas juste arc-bouté sur des indices lag, retard, on voit aussi l'activité court terme et les enquêtes. Et dans ces enquêtes, il y a des choses sympathiques. Le consommateur américain, ses anticipations d'inflation, elles se retournent sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis presque 1 an et demi. Ça suit beaucoup le pétrole. Pour ça que Biden a mis la pression là-dessus, parce que je pense qu'il savait aussi que du point de vue du consommateur, ça avait une importance. Donc il y a quand même pas mal de choses qui s'alignent. Je dirais que l'enjeu là pour les prochains mois, c'est à quelle vitesse effectivement ces chiffres d'inflation continuent de baisser. C'est moins, est-ce que j'ai pas l'impression que les taux US courts peuvent accélérer. Je pense qu'on est en train de repentifier la courbe de taux. Alors ça va pas se faire en V, peut-être un W, un truc un peu lent à redémarrer. Mais je pense que le pic stress sur les taux courts a été vu, donc la courbe se repentifie un peu. Repentification de courbe, c'est moche quand on regarde les subprimes Internet, mais dans les années 90, ça s'était bien passé. Entre 89 et 92, il y avait une grosse repentification de la courbe de taux US et le S&P est quand même progressé. Et je pense que c'est ce qu'on aura cette fois-ci parce que le marché a baissé sur les craintes inflationnistes, matérialisées et autres. Une fois qu'on commence à les évacuer, que l'économie américaine atterrit pas trop mal, pourquoi le S&P ferait moins 20, moins 30, à part un Black Swan chinois ou Russie nucléaire, un truc du genre. Mais sinon, pourquoi les plus bas, quoi. Et vous dites que le premier trimestre pourrait marquer le baroud d'honneur des faucons. Je pense. Et alors, en indice, ça se traduirait peut-être par des botons un peu larges, en fait. Pas forcément des capitulations, des choses comme ça. Je pense qu'on a vu le plus dur sur le Nasdaq, mais c'est un plus dur qu'on peut évaluer sur des fourchettes de 10%. Les niveaux pré-Covid, ils sont à 9007 sur le Nasdaq, on est un peu sous les 11 000. Il y a à peu près 10% si on veut travailler les 10 000, les 9007. C'est un peu ça le risque, je pense, peut-être un peu d'érosion encore pendant un bon trimestre, voire 2 trimestres, où on racle un peu le fond. Mais après, pourquoi, quand on voit du Amazon, pas Meta, mais du Apple, du Microsoft, tout, il y a eu de sacrés gadins sur les large caps, donc ça intègre aussi des ralentissements déjà de résultats. C'est pas seulement l'effet taux, il y a aussi une intégration d'un ralentissement potentiel des résultats. Ouais. Vincent, vos commentaires, bien sûr, on poursuit la discussion, puis je veux bien qu'on revienne sur la Chine aussi avec vous. Vous souleviez ce point, effectivement, à l'entame de l'émission. Comment vous voyez la séquence se développer de réouverture chinoise, que ça implique, alors pour la Chine, pour la sphère chinoise, la zone d'influence chinoise en Asie, pour nos marchés? Peut-être, pour exprimer une opinion sur ce qui vient d'être évoqué sur les banques centrales et avant de répondre à votre question, mais c'est vrai que je suis un petit peu partagé entre les deux avis qui viennent d'être exprimés. Il faut les écouter ou pas alors? Mais je pense que, en tout cas, le message pour moi important en 2023, c'est que l'essentiel du travail monétaire, il est fait. Qu'on soit, je dirais, qu'on pense que les taux vont à 5,5 ou s'arrêter à 5, l'essentiel est fait, le pire est derrière nous en termes de resserrement monétaire. Et ça, je pense que déjà d'un point de vue marché, c'est quand même déjà, en tout cas pour moi, une donnée qui est particulièrement encourageante et qui est de nature à soutenir les bourses et les marchés obligataires en 2023. Via la réduction des bilans, ça va quand même s'accélérer cette année très nettement par rapport à l'an passé. Oui, mais on voit quelque part, certainement dans le chef des États-Unis, je suis peut-être un peu plus circonspect dans le cas dans le cas européen, mais en tout cas la demande des investisseurs est là, et en tout cas la réduction du déficit budgétaire américain est elle aussi tout à fait significative. C'est vrai qu'on se concentre toujours sur ce rétrécissement du bilan, mais on oublie finalement le fait que les émissions ont baissé aussi. De moins 14% avec moins 4% de déficit budgétaire aux États-Unis, donc les émissions vont baisser naturellement. L'appétence des investisseurs pour la chose obligataire, c'est le sujet de ce début d'année. Je trouve qu'il y a l'idée qu'on pourrait avoir cette repentification de la courbe, notamment parce que le 2 et 5 ans pourrait connaître des rallyes assez importants. Moi, je trouve du 2 et 5 ans aux États-Unis actuellement, c'est vraiment des belles signatures à avoir en portefeuille. C'est vraiment des rendements particulièrement attractifs, donc on met assez bien l'accent là-dessus. C'est souvent quand la récession commence que la courbe se repentifie d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Non, mais il y a le phénomène d'aplatissement, mais au début de la récession, on a un phénomène généralement de repentification. On verra ce qu'il en advient, mais je pense qu'en effet, cette partie courbe de la courbe, elle est particulièrement attractive et que ça pourrait entraîner en tout cas une certaine repentification. Au-delà de ça, je pense qu'on devrait, en tout cas pour moi, les vents monétaires seront moins défavorables en 2023. C'est en tout cas le message que j'en retiens. Donc vous achetez pas, par exemple, le discours d'une BCE. Non, mais autant la Fed est peut-être proche de la fin de partie, en tout cas face à l'inflation. Dans le dernier discours de la BCE, il laisse pantois quand même. Non, très clairement. 3,50 minimum de taux de dépôt effectif, plus réduction du bilan à marche forcée avec les repaiements de la liquidité bancaire. Le bilan de la BCE peut se réduire plus vite que celui de la Fed en 2023. Un jour avant la réunion de la BCE, on faisait un pari entre collègues. Je disais finalement, moi, 2,50, c'est le maximum absolu auquel la BCE arrivera. Il est certain qu'après ce discours-là, il faut revoir un petit peu nos copies. J'en conviens. Je pense qu'on a probablement tous été un petit peu surpris par ce discours de quiche. Maintenant, on sait très bien, évidemment, que le discours en tant que tel est un outil de politique monétaire. C'est presque une hausse de taux déguisée pour masser un petit peu les attentes du marché. Et voilà, je pense que
que la BCE, comme la Fed, utilise le langage pour, en tout cas comme outil de politique monétaire, et attendre comme nous de voir où ça les mènera et ce que ça aura comme effet. Donc un vent monétaire moins défavorable. Ça c'est quand même un point clé. Ça me semble être en tout cas un acquis pour 2023. En ce y compris en Chine, je pense que Alexandre l'a remarquablement bien signalé. L'inflation en Chine, c'est vraiment pas le sujet. Et en fait, on voit que sur toutes les chiffres d'inflation, on est plutôt en tendance baissière. On a certains problèmes dans le marché immobilier qui demeurent, mais tous les acteurs ne sont pas à mettre dans le même panier. Il y a certainement, en tout cas, une politique de relance qui peut être effectuée de ce point de vue-là. Moi, je m'attends en effet à ce que les autorités chinoises, comme elles l'ont fait sur les restrictions sanitaires, eh bien, en tout cas, mettre les bouchées doubles pour relancer cette économie. Je crois qu'il y a vraiment eu une grosse inquiétude au mois de décembre quand on a vu ces mouvements, en tout cas sociaux, arriver. Enfin, qui aurait pensé qu'en l'espace d'une semaine, 2 semaines, on change du tout au tout cette politique sanitaire? Ça montre à quel point, je dirais, au plus haut niveau de l'État, on a compris le message et le risque qu'il y avait. Et ce risque, il était latent. On a vu choses qu'on avait rarement vues sous Xi Jinping, c'est-à-dire une détérioration de la situation financière des ménages, de la classe moyenne. Lui qui a finalement bâti son track record sur l'éradication de la pauvreté, sur 20% de chômage chez les jeunes, ça compte. C'est autre chose. Maintenant, il va falloir assez vite remettre tous ces gens au travail. Il va falloir redonner en quelque sorte du pain, du jeu et des jeux au peuple. Donc, c'est l'objet en tout cas de 2023. Et là, moi, je m'attends à ce que, à la fois sur la politique monétaire, comme ça a été mené ces derniers mois, et sur la politique budgétaire, on verra un petit peu. Mais je pense que des aides à la consommation qu'on a parfois eu aux États-Unis, où il y a de la marge. La Chine fait certes face à des défis structurels importants, mais là, objectivement, de la marge en termes de leveraging. Les ménages sont encore relativement peu leveragés, donc on pourrait réellement imaginer qu'il y a un accent qui soit renforcé dans ce point-là. Et puis, la Chine, évidemment, profite quand même un petit peu du contexte actuel où il y a cette accélération de la transition énergétique dans pas mal de pays du globe. D'ailleurs, sur 2022, lorsqu'on voit les engagements des États en termes d'agenda de transition énergétique et de moyens qui y sont alloués, il y a vraiment un changement. Enfin, ça a presque 50% en plus de moyens alloués à cette thématique. La Chine se frotte les mains. C'est évidemment le principal acteur de cette filière. Elle la contrôle du début à la fin, à tel point que ça fait jaser en Europe aujourd'hui, où on se demande, et même aux États-Unis, si tous les efforts qu'on fait d'un point de vue budgétaire pour accélérer cette transition énergétique ne va pas finalement se perdre dans l'économie chinoise. Pour partie, c'est vrai. Mais enfin, la Chine sera évidemment la grande bénéficiaire, en tout cas, de cette transition énergétique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la Chine à nouveau cette année. Et ça implique quoi en termes d'investissement? On a envie d'aller sur ce marché chinois 2022, moi je vous ai parlé d'obligataires sur la Chine. C'est vrai. Cette année, je ne vais plus vous en parler. C'est une année action pour la Chine. Sujet, je pense qu'aujourd'hui, il y a réellement il y a matière à revenir sur les marchés d'actions. En tout cas, après 60% de baisse top to bottom, aujourd'hui, on a quand même une Chine qui price le pire. Or, aujourd'hui, le pire est en tout cas probablement derrière nous de ce point de vue-là. Donc, je pense qu'il y a là, c'est vraiment les soldes avant l'heure, ce qui n'est pas encore le cas aux États-Unis, ce qui fait que les États-Unis sont plutôt à la traîne à l'heure actuelle. Je reviens quand même sur la BCE. Est-ce que la substance dans le discours de la BCE est aussi convaincant que la substance qu'on peut trouver dans le discours de la Fed ou des banquiers centraux américains? Encore une fois, la dernière réunion de politique monétaire fin d'année de la BCE a quand même vraiment refroidi beaucoup de monde, beaucoup d'économistes notamment. Et les marchés sont à peu près alignés sur ce que dit le taux terminal à 3,50. Voilà, avec un taux terminal à 3,50. Donc, en tout cas, la substance du message est passée auprès des investisseurs. Après, encore une fois, moi je pense que lorsque vous êtes un banquier central, le marché du travail, c'est un vrai sujet pour vous, parce que c'est la courbe de Phillips, c'est gravé dans votre manière de regarder le monde. Et avec des marchés du travail qui sont très tendus partout, et de manière assez surprenante. Enfin, cette résilience de l'économie européenne, on la voit notamment par exemple dans les chiffres de l'emploi en Allemagne. Au début de l'automne, on avait le sentiment qu'on était peut-être en train de basculer et les 2 derniers mois, pour lesquels on a des données, montrent un redémarrage des créations d'emplois. Après, il y a moins de nombre d'heures travaillées. Enfin, quand on regarde un peu dans le détail, on n'a pas l'impression que c'est un niveau de tension comparable à celui qu'on peut trouver sur le marché américain. Non, mais quand même, il y a un taux d'emploi très fort. Il y a de la demande. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde par exemple l'enquête de la Commission européenne sur les perspectives.
On interroge les entreprises sur les carnets de commandes, on les interroge aussi sur l'emploi. Historiquement, notamment pour les services, ça se suit très bien. Et ce qu'on observe là depuis quelques mois, c'est une baisse des perspectives sur les carnets de commandes et par contre les perspectives d'emploi qui restent élevées. Ouais. Donc, est-ce que on n'est pas dans un marché effectivement où le marché du travail va rester durablement plus tendu parce que les entreprises veulent garder les gens, ont du mal à trouver les ressources qu'elles veulent? Intuitivement, c'est ce qu'on ressent tous. Hein, on a tous plein d'anecdotes là-dessus. Et donc, effectivement, on va des pressions salariales qui pourraient être notables. La Banque centrale irlandaise a fait un travail justement sur les salaires, pour essayer de construire un indicateur un peu en temps réel. C'est vrai que par rapport aux États-Unis, on est un peu pauvre en statistiques sur les salaires en Europe. Et cet indicateur montre un niveau de progression des salaires, en tout cas dans les offres d'emploi, assez historique pour la zone euro. Donc 3,50, oui, c'est effectivement taux de dépôt effectif, c'est plus impossible, c'est plus inenvisageable. D'autant plus lorsqu'on voit l'évolution des PMI et le fait que cette récession énergétique qu'on attendait pour le quatrième trimestre 2022, premier trimestre 2023, on l'a dit, elle sera beaucoup plus modérée que ce qu'on pouvait, sans doute plus modérée que ce qu'on pouvait craindre. Mais c'est vrai que par contre, en zone euro, il n'y a quand même pas du tout la même pression qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on a dépassé les 5% l'année dernière en progression annuelle. Là, les derniers chiffres trimestriels qu'on ait pour la zone euro, ils sont même en baisse en ralentissement par rapport au deuxième. Donc ça, c'est fin Q3, c'est ça, c'est la série qu'on a. C'était plus de 1 au troisième trimestre, on arrivait dans 4% au deuxième trimestre. Donc on a plutôt l'impression que la fin d'année, on est plutôt en train de ralentir. Et c'est pour ça que le message agressif de Lagarde, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est entre la communication, qui est un outil de politique monétaire, bien sûr. et ce qu'ils pensent réellement. Ils ont tous vu ces chiffres-là. Pourquoi dire que Christine Lagarde, que les salaires, il y a une pression dessus, alors qu'on voit au contraire que les 3 mois qui ne sont même pas, en plus, qui étaient des mois de retardés déjà, on est déjà sur des salaires qui progressent moins vite. Donc pour ça que j'ai un peu de mal à croire à cette pression. C'est vrai qu'on a une grande difficulté en Europe, et là je rejoins tout à fait Julien, à avoir des chiffres, en tout cas pertinents sur les salaires. C'est vrai qu'on voit ces salaires négociés, cette courbe statistique qu'on regarde tous, qui est très imparfaite. Prenons l'exemple de la Belgique, où il y a une indexation automatique des salaires. Ce mois de janvier, 500 000 employés verront une indexation de leur salaire de 10 à 11%. Donc pour vous donner un peu une ordre d'idée, évidemment ces chiffres de salaires négociés n'en tiennent pas compte. Et puis on sent aussi, et ça ressort des sondages aussi, que les entreprises aujourd'hui, certainement dans un monde post-Covid, le salaire est un des éléments de rémunération des employés. Il y a de plus en plus d'autres éléments qui en rendent compte. Le nombre de jours de télétravail, le nombre des alternatives au salaire qui peuvent renchérir néanmoins le coût du travail pour l'entreprise. Il faut toujours suivre la Belgique en zone euro. Non, mais les enquêtes de la banque... Non, mais on m'a toujours dit que les enquêtes de confiance de la Banque nationale belge étaient toujours des enquêtes avancées. Enfin, historiquement, montrent qu'elles ont une forme de vision par rapport à ce qui arrive ensuite en zone euro. La Belgique est une espèce de mini-Europe en certains égards. Donc voilà, je me permets de la mentionner sur ce petite parenthèse japonaise à propos des banques centrales. Est-ce que 2023 sera l'année historique qui verra la Banque du Japon monter ses taux? Alors, elle a déjà fait quelque chose qui s'apparente presque à une hausse de taux, en tout cas en bougeant son contrôle de la courbe de taux, 0,25 à 0,50 sur le 10 ans. C'est déjà en soi, on autorise le marché à faire ce qu'on ne voulait pas qu'il fasse quelques semaines auparavant. Donc on laisse déjà un peu d'attitude, ça impacte aussi la partie coût crédit. C'est léger, mais c'est à l'échelle de l'inflation du Japon. Alors elle n'est pas mineure, on a une inflation l'autre jour à 3,7 je crois au Japon, donc c'est pas non plus une inflation ridicule, mais quand on le compare à l'Europe ou aux États-Unis, il n'y a pas de poussée délirante. Mais il y a quand même cette pression qui nécessite de faire ça. Je pense que le dérapage aussi du yen a fait un peu peur au Japon. Les interventions de la Banque du Japon, et puis heureusement que l'inflation a baissé aux US, c'est ça qui a surtout donné le coup de boost au dollar à un moment donné, au yen par rapport au dollar. Ouais. Donc oui, mais ça va être progressif. J'imagine pas par contre des très grandes manœuvres. Après, c'est pas une rupture, ça va pas créer de... Pas une rupture, mais quand même un petit malaise parce qu'on avait interrogé Kuroda, conférence de presse, le journaliste qui demande est-ce que vous serez encore là. Il avait un peu enlevé ça, répondu à ça. On va balayer ça, un peu mal à l'aise quand même, et on sent que il y a peut-être un problème Kuroda, en tout cas un problème de positionnement Kuroda historique que le Japon aura du mal à porter. Est-ce qu'il peut, dans les derniers mois de son mandat,
faire ce qu'il a dit qu'il ferait jamais, quoi. Ce serait surprenant, c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de petits ajustements, mais qui ne seraient pas de nature complètement dingue. Il termine son mandat au premier trimestre. Oui, allez-y, Alexandre, bien sûr. Des choses qu'il faut regarder, qu'on a vu ce matin par exemple, qui me semblent être des choses très en amont, mais qui peuvent avoir un impact justement sur la vision de la BCE, les prix à l'importation en Allemagne. C'est quand même très spectaculaire ce qu'on voit. On était au mois de, juin-juillet à 33% de progression. Moins de 2 trimestres après, un trimestre et demi, on est à plus 14% en rythme annuel. Il y a des phases où on était monté à des plus 6, plus 7 quand tout allait bien. Ce qui fait dire à certains économistes que le pic est passé, est en train d'être franchi en Europe. Et puis tout ce qui vient en avant, le transport mondial, les prix des containers, les prix des matières premières, enfin, plein de choses qui arrivent en amont. Donc les problèmes de demande excessive, même la BCE ne les qualifie pas comme tels. Elle dit qu'aux États-Unis, oui, il y a des problèmes de demande excessive qui sont moins vrais en Europe. Donc pourquoi irait-elle dans une politique qui viserait à tasser cette demande qui n'est pas si excessive que ça en Europe? Le vrai problème, ça reste notre problème de gaz, d'énergie, d'approvisionnement. C'est surtout ça. La supply chain mondiale, les 3/4 des tensions sur la supply chain ont disparu. Il reste à peu près 1/4 à corriger par rapport aux excès post-Covid. Donc il y a plus la soufflerie pour alimenter l'inflation. Elle n'est plus là. Donc à un moment donné, la BCE, encore une fois, pourquoi à part risquer l'accident monétaire, effectivement, là c'est un vrai risque. Mais il me semble que l'accident monétaire peut se jouer là sur les 2-3 prochains mois. Au-delà de ça, on risque effectivement, si on va trop, vous cassez la machine. Le principal risque, c'est le risque de surréaction monétaire aujourd'hui de la part de la BCE en Europe. C'est plus le risque énergétique. Oui, et puis quelle politique, avoir un taux de chômage qui remonte aussi, c'est génial, un taux de chômage comme ça. Donc oui, l'inflation est un problème, mais ils ont préparé le terrain, ils nous disent qu'il faudra que le taux de chômage remonte. Le souvenir des années 70 reste sans doute dans les mémoires des banquiers centraux, ce double pic sur l'inflation. Et c'est vrai qu'on est tous démunis face à cela. Je pense qu'il y a un nombre d'éléments qui nous permettent de dire qu'on n'est pas l'année 70 et le chômage en est sans doute la meilleure illustration. La démographie également. Mais c'est vrai que ce double pic de l'inflation dans les années 70 interpelle. Julien Pierre, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, au Congrès américain, à la Chambre des représentants? Les républicains sont majoritaires. Ils auraient dû célébrer cette petite victoire des élections de mi-mandat avec l'élection d'un nouveau speaker. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, visiblement. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de représentants qui sont plutôt vraiment sur la frange très à droite du parti, dans le fameux Freedom Caucus, et qui refusent d'élire M. McCarthy comme speaker de la Chambre. Et parce que, alors qu'il est déjà lui-même bien à droite, il le trouve pas assez. Et Trump lui apporte son soutien aujourd'hui, Trump je crois. a fini par lui apporter son soutien, sans doute, pour essayer de passer à autre chose. Mais pour moi, c'est révélateur, effectivement, du côté très, très fracturé du Parti républicain et quand même aussi de l'emprise de cette aile très à droite sur le parti. Et ça va être important parce que, comme ça arrive régulièrement, on se rapproche du plafond d'endettement des États-Unis. Et donc, on sait que le Trésor dispose de différents outils pour y pallier, mais a priori, ce plafond devrait être atteint vers le printemps, et on rentrerait dans le dur autour de l'été. On était rentré dans le dur, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'été 2011. Oh, mais bien sûr. Où on avait la perte du triple A. Voilà, la évidemment. perte du triple A. Et c'est vrai que M. McCarthy, donc si jamais il est élu, il a dit que le plafond de la dette serait un outil ils utiliseraient ça pour négocier des baisses de dépenses publiques. Je pense que pour beaucoup de républicains, on sort d'une période un peu de dépenses pléthoriques, très excédentaires, et donc ils veulent remettre un coup de barre dans l'autre sens. Remettre un coup de barre dans l'autre sens. Et donc, ça pourrait être un des Black Swan. Alors, chaque fois, on se dit, la raison va prévaloir. Et à chaque fois, effectivement, on trouve un accord. Jusqu'au jour où, effectivement, il y a quelqu'un qui se dit que c'est peut-être intelligent d'aller un pas plus loin. Et donc, ça pourrait être un des sujets à surveiller cette année. C'était l'argument de S&P en 2011 quand il dégrade le triple A américain. L'incapacité persistante, politique, à s'accorder sur ces sujets budgétaires. Même si à la fin de la dernière heure de la fin de la journée, on prend la bonne décision, à un moment, ça pèse sur la confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Non, mais si, les marchés, mais bien sûr, les marchés. Donc, l'Europe, c'est
c'est ce qu'il faut privilégier aujourd'hui. C'est là où on trouve. Alors, Europe, Chine, est-ce que c'est le même voyage là pour ces marchés européens et chinois? C'est ce qu'on constate en tout cas sur ce début d'année. Et il faut le noter, ça reste assez inédit dans l'histoire de voir une partie américaine en sous-performance, comme on le constate encore sur ces premières séances de l'année. Et en plus, là, il n'y a plus l'effet devise puisque le dollar bouge plus. Enfin, l'euro a même remonté. Donc, oui, c'est vrai que pour un investisseur en dollars, c'est dur de voir l'Europe monter dans ce contexte. Oui, mais c'est vrai que le début d'année, il est intéressant parce que l'Europe est aussi moins sensible aux valeurs de croissance. Les marchés américains, on voit bien ce qui a pesé là en début d'année, c'est encore les Tesla, les Apple ou autres qui causent une piquée du nez. Donc, il y en a partout dans tous les indices. Donc, forcément, ça retient un peu tout le monde. Les small caps sont un poil plus résilientes. D'ailleurs, les small caps, ça peut être, je pense, un bon pari là, pour les prochains mois. Ça avait latéralisé bien avant, dès 2021, puis chute 2022, contact de très gros niveaux techniques, tous les pullbacks, c'est-à-dire post-Covid, l'excès a été corrigé largement, on est retourné sur des niveaux, les multiples sont intéressants, donc les small caps US sont intéressantes. Mais là, si on parle de l'Europe, oui, il y a moins cette sensibilité au taux, j'ai envie de dire. Il y a quand même le taux par rapport à l'activité globale, mais moins sur les marchés en tant que tels. La Chine, effectivement, en train d'envoyer des signaux à tour de bras. Et d'ailleurs, un des grands vainqueurs de ça, c'est aussi Biden, qui est venu tendre la main pour rediscuter. C'est la Chine qui est allé voir les États-Unis. Les diplomates vont se reparler, etc. Après le G20. Biden qui a le pétrole qui baisse. Enfin, il est dans une bonne phase, Biden, d'un point de vue politique international et puis politique domestique. Donc, la Chine ne va pas s'arrêter là-dessus, je pense. Le risque qu'on est, c'est qu'il y ait des stats chinoises, les prochains PMI. On les a eu les derniers. Bon, c'est pas vraiment une surprise. Non. Oui. Pas terrible. Ce serait qu'on s'attende, par exemple, à avoir des PMI qui s'améliorent à la prochaine publication et qu'on ne les ait pas, par exemple. Là, ça pourrait créer des soubresauts comme ça, mais c'est moi qui ne générait des écarts que de peut-être 1 mois, 2 mois avant de revoir des bons PMI, enfin des PMI qui sont en expansion à nouveau. Donc, c'est des histoires peut-être plus de consolidation, avec des marches arrière parfois possibles, mais je ne pense pas que ça puisse excéder du 10%. Les niveaux techniques sont là. L'Europe, le gros risque, le Black Swan, ça reste la Russie. Mais c'est ça qui est dur avec l'Europe, c'est qu'on a envie d'y aller par rapport multiples à des 10 fois les bénéfices sur le CAC. Quand on est à 19 fois sur le S&P, on se dit, il y a des choses super sympas dans le CAC. Mais effectivement, si demain le gaz repart parce qu'on a une vague de froid, parce que il y a des choses qu'on maîtrise pas. Ça, le problème de l'Europe, c'est que ça a bien poussé sur des choses qu'on maîtrise, la Chine, etc. Sur ce qu'on maîtrise pas, il y a peut-être un peu de cherté si ça devait mal se passer. Mais ce qui va se convertir réellement en vrai risque. Donc c'est ça qui peut faire que le CAC ait du mal à chercher les 7000 et au-delà, et qu'il ait aussi beaucoup de mal à retaper sous les 6000. Donc moi je verrais bien un peu de difficulté à passer les 7000 quand même. Je pense que ça peut hésiter à y aller quelques temps, mais les retracements, je ne vois pas aller en deçà de 6002 par exemple. Donc il y a toujours cette espèce de fourchette de 10% dans laquelle on peut s'encrouter quelques temps, mais plutôt une zone centrale avant redémarrage plutôt qu'une zone centrale avant rechute, quoi. Bon, les éléments qui guident vos stratégies, les stratégies diversifiées que vous pilotez chez Lazard Frères Gestion aujourd'hui, Julien Pierre, là, pour entamer cette année? Nous, on reste prudent parce que on voit que les banques centrales veulent desserrer le marché du travail. Elles ont, on l'a dit, déjà beaucoup remonté les taux. Elles vont un peu continuer à le faire. L'étape suivante, généralement, historiquement, c'est une récession. On a un marché immobilier aux États-Unis qui s'est déjà retourné. Rarement eu de retournement du marché immobilier, enfin de l'activité immobilière aux États-Unis qui ne soit pas suivi d'une récession. Et donc nous, la question aujourd'hui, c'est la question du timing de la récession aux États-Unis. On ne voit pas le cycle économique repartir de manière durable parce que tout simplement les banques centrales ne peuvent pas le laisser faire parce qu'une phase de croissance, c'est un taux de chômage qui baisse et le taux de chômage aujourd'hui, il est trop bas pour les banques centrales. Et donc, donc on conserve vraiment une grande prudence dans les portefeuilles. Ouais. On pense par contre que sur le crédit, effectivement, il y a des choses peut-être sans doute beaucoup plus très intéressantes à faire. Il y aura peut-être de la volatilité. Même au-devant d'une récession. Sur l'investment grade où le risque crédit est quand même moindre. Et même sur le high yield, on est arrivé sur des niveaux de rendement plus intéressants. Alors c'est peut-être après plus une question de piloter, de rentrer quand sur des accès de faiblesse. Mais il y a un risque qui est mieux rémunéré par rapport notamment à l'idée d'un ralentissement économique d'une récession sur le crédit que sur les actions. Une récession, c'est une baisse des résultats des entreprises. On a des marges qui sont historiquement très élevées. Toujours. Parce que je cherche les moteurs de la croissance des résultats des entreprises. Et on a un peu de mal à les voir aujourd'hui avec des marges très élevées et une dynamique économique qu'on ne voit pas réaccélérer fortement. Mais du point de vue des résultats, sans doute, ça va commencer à partir du 13 janvier, je crois, enfin les résultats américains puis européens. Ce seront encore des résultats de bonne facture, ceux qui rapportent sur le 4e trimestre 2022.
A priori, oui, sauf si à un moment, on a eu plusieurs bonnes surprises. Est-ce que les entreprises, elles ont des coûts qui quand même augmentent? Est-ce qu'elles sont capables encore de tout passer dans les prix? Ça va être intéressant. Vincent, sur les stratégies, là, ce qui guide vos stratégies de début d'année, donc vous disiez sous-pondéré actions au global, neutre sur les actions européennes, et c'est donc plus l'obligataire, le crédit, bond is back, ça y est, tout le monde a intégré la formule. Une thématique importante, on est revenu quand même, il faut le signaler, sur les actions européennes, sur les actions chinoises, bien sûr, au détriment des actions américaines, même si personnellement je suis plus positif que Julien sur l'économie américaine. Objectivement, je note ce ralentissement du marché immobilier américain, je note sur les achats de biens, de logements. Par contre, l'activité, la construction et autres est particulièrement résiliente. C'est un peu ce pourquoi on est un peu démunis aujourd'hui. Il y a une raréfaction des biens immobiliers aux États-Unis qui fait que les prix ne baissent pas et que l'activité reste paradoxalement assez résiliente. Donc c'est vrai que ça ne va pas spécialement, naturellement, mécaniquement entraîner une récession, mais on le verra et on sera tous deux sur ce plateau pour en juger d'ici un an. Or, prudence tout de même, donc raison pour laquelle peut-être un accent sur l'obligataire, un accent sur le cash, notamment en portefeuille, aux côtés de marchés décotés comme l'Europe et comme la Chine. On a parlé de différents éléments qui pouvaient être un peu problématiques, notamment sur l'Europe. Je voulais peut-être en rajouter un à l'ensemble et qui peut-être aussi nous amène à certaines prudences. On a parlé du plafond de la dette aux États-Unis. N'oublions pas que cette période de grâce en Europe où on a décidé que la Commission européenne ne regardait plus les budgets des États membres, que c'était le quoi qu'il en coûte pour soutenir l'économie, pour le Covid, pour la crise énergétique, elle va quand même toucher à sa fin. Et qu'on commence déjà à entendre à Bruxelles, au FMI, dire attention et autres, les équilibres, c'est important. Surtout qu'il va falloir se mettre d'accord sur un nouveau cadrage de règles budgétaires. Donc, ça va pas être tout facile. Le monde s'accorde à dire que les anciennes règles sont caduques, mais... Je ne sais pas si ce sera plus facile qu'aux États-Unis, mais voilà, c'est quand même une épée de Damoclès. Au moment où on peut philosopher sur le niveau terminal des taux de la BCE, mais ça va quand même faire mal par ce canal-là aussi. Donc attention, en tout cas, sur l'état, en tout cas des finances publiques en Europe. Pour moi, ça reste quand même, au cours des 12-24 prochains mois, un sujet de préoccupation. Il faudra quand même bien gérer les choses, d'autant que l'harmonie européenne qu'on avait encore il y a un an avec le couple franco-allemand, Macron-Merkel, qui fonctionnait bien, fonctionne quand même un petit peu moins bien aujourd'hui. Donc Scholz-Macron, c'est quand même moins l'entente. On a quand même un exécutif italien qui a temporisé les choses jusqu'ici, mais enfin, qui a quand même été élu sur base d'un programme relativement disruptif. Attention à ce cocktail détonnant en Europe où on demande de serrer les vis d'un côté et où la capacité de le faire de l'autre est relativement limitée. L'avantage, c'est que si ça se produit, ça ne surprendra personne. Oui, non mais venant de l'Europe, ça surprendra personne. Voilà, mais bon, en tout cas, à suivre sur les marchés de taux, sur les marchés actions, ce qui porte aussi l'Europe actuellement, c'est notamment son secteur financier, les taux remontent, la rentabilité augmente. N'oublions pas un peu tous les aspects, les conséquences que pourrait avoir une nouvelle crise de la dette en Europe sur la confiance et sur les coûts de financement des agents économiques. Mais la BCE a le TPI aussi, ça devient un peu trop loin à un moment donné. Mais ce passage-là, d'ailleurs, peut-être que ça préférerais ne pas le voir. D'accord. Et puis, il faut que le pays en question soit relativement... Quand il a été dévoilé, à peine détaillé par Christine Lagarde, j'ai cru comprendre que c'était pas forcément pour une situation endogène ou spécifique à un pays comme l'Italie, si jamais le choc de marché venait de choix politiques faits souverainement, démocratiquement par un pays. On verra, il y a plein d'instruments de toute façon dans la boîte à outils des banques centrales. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradez, IG, Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management et Julien Pierre-Nouan, Lazard Frères Gestion étaient nos invités de Planète Marché en plateau.